Je m'appelle Léa Morel. J'ai 31 ans, et il y a 2 mois, ma mère m'a appelé la veille du dîner de fiançailles de ma sœur pour me dire de ne pas venir. Ce n'était pas parce que j'avais fait quelque chose de mal. Ce n'était pas parce qu'il y avait un conflit dont j'ignorais l'existence. Elle a dit, et je m'en souviens exactement parce que j'ai lu le SMS 4 fois avant de poser mon téléphone face contre terre sur le comptoir, que l'établissement avait un quota de place très strict et qu'ils avaient déjà confirmé le nombre exact auprès du restaurant. Elle a ajouté qu'il serait plus simple que je passe mon tour pour cette fois, en me demandant si je comprenais. J'ai compris. J'étais celle qui comprenait depuis plus de 28 ans. Ma sœur, Camille, a 2 ans de plus que moi. En grandissant, c'est elle qui avait les fêtes d'anniversaire avec les invitations assorties, celle dont la lettre d'acceptation à l'université était encadrée dans le couloir, celle que ma mère décrivait aux inconnus comme notre prodige. J'étais juste la plus jeune, celle qui restait silencieuse, celle qui, vers l'âge de 12 ans, a cessé de demander à être incluse et a commencé à construire autre chose à la place. Ce que je construisais, personne dans ma famille n'a jamais pris la peine de s'y intéresser. Il y a 3 semaines, j'étais assise dans mon appartement à Lyon quand mon téléphone a vibré avec un appel de ma grand-mère. Elle n'appelle jamais à moins qu'il ne se soit passé quelque chose. Sa voix tremblait d'une manière que je n'avais pas entendue depuis la mort de mon grand-père, sauf que cette fois ce n'était pas du chagrin. C'était quelque chose qui ressemblait davantage à de l'incrédulité. Elle m'a demandé pourquoi je ne leur avais rien dit. J'ai répondu, « Te dire quoi, mamie ?» Elle a dit, « Ma puce, c'est dans le journal, laisse-moi revenir en arrière. » J'ai grandi dans un foyer où l'ambition n'était pas répartie de manière égale. Ma mère était précise à ce sujet d'une manière qu'elle ne réalisait probablement même pas. Elle avait simplement une préférence, comme certaines personnes préfèrent une couleur à une autre, et elle organisait sa vie autour de cette préférence. Ma sœur avait de nouveaux vêtements pour chaque rentrée scolaire. Je récupérais ses vieux habits jusqu'à ce que je sois assez grande pour acheter les miens. Ce n'est pas une plainte concernant la pauvreté. Nous étions à l'aise financièrement. C'était un choix. Un petit choix, peut-être, mais des petits choix répétés pendant 18 ans finissent par devenir quelque chose que l'on peut mesurer. La seule chose que je possédais et à laquelle personne ne prêtait attention était mon palais. Je sais que cela semble étrange, mais j'étais l'enfant qui pouvait faire la différence entre la sauce tomate que ma mère faisait en été avec les tomates du jardin et celle qu'elle faisait en hiver avec une conserve. Je pouvais sentir quand le beurre dans une recette était salé ou doux. Je savais quand un plat manquait d'acidité ou de gras. Ma mère trouvait cela agaçant. Ma sœur trouvait cela bizarre. Mon père, qui n'était pas un homme méchant mais qui n'était pas non plus très perspicace, pensait simplement que j'étais difficile. À 17 ans, je savais que je voulais cuisiner professionnellement. Pas de la cuisine familiale, pas du traiteur. De la vraie cuisine. La cuisine de restaurant. Celle où l'on reste éveillé à 2 heures du matin en pensant à une sauce et où l'on écrit la recette dans le noir pour ne pas l'oublier. J'en ai parlé à mes parents quand je remplissais mes vœux sur Parcoursup. La réponse de ma mère a été d'imprimer une liste de programmes de droit dans 3 universités différentes. Mon père a dit que la cuisine était un beau passe-temps. Ma sœur, qui avait 19 ans à l'époque et était déjà fiancée à un homme dont elle finirait par divorcer, a dit que je serais debout toute la journée et m'a demandé si cela ne me semblait pas épuisant. J'ai postulé à l'Institut Paul Bocuse à Écully. Je n'en ai parlé à personne avant d'être acceptée. Même à ce moment-là, personne n'a encadré la lettre. J'ai travaillé durant toute ma formation. 2 petits boulots, des prêts étudiants, un appartement partagé avec 4 autres étudiants où nous nous entraînions constamment les uns sur les autres, où les mardis soirs étaient des dîners de dégustation improvisés et où quelqu'un brûlait toujours quelque chose à minuit. C'était le premier endroit où je me sentais entièrement chez moi. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai fait des stages dans 3 restaurants étoilés à Paris, sans être payé. C'est ce qu'on fait quand on construit quelque chose et qu'on n'a pas le luxe d'être impatiente. Ensuite, j'ai obtenu un poste rémunéré dans un restaurant franco-japonais dans le 6e arrondissement de Lyon, travaillant sous les ordres d'un chef qui communiquait presque entièrement par le biais de ce qui n'allait pas et presque jamais par ce qui était réussi. Et qui était, sans aucun doute, le meilleur professeur que j'ai jamais eu. 3 ans plus tard,
il m'a recommandé à un collègue qui ouvrait un nouvel établissement. Je suis devenu sous-chef. 18 mois après cela, j'ai été nommé chef de cuisine. Le nom du restaurant est l'Écorce. Je n'en ai rien dit à ma famille, non pas parce que je me cachais, mais parce qu'ils avaient arrêté de poser des questions depuis longtemps et que j'avais arrêté de proposer des choses à des gens qui n'en voulaient pas. Ma mère savait que je cuisinais. Elle le décrivait aux gens de la même manière qu'elle le faisait quand j'avais 17 ans. Elle disait que Léa faisait quelque chose dans la restauration ou qu'elle travaillait occasionnellement dans une cuisine quelque part. Une fois, lors d'une réunion de famille à laquelle j'ai assisté, elle a dit à une amie que nous espérions toujours qu'elle trouve quelque chose de plus stable mais que c'était ainsi avec les tempéraments créatifs. Son amie a hoché la tête avec sympathie. J'ai souri et je suis retournée en cuisine pour aider à faire la vaisselle, parce que les vieilles habitudes sont dures à cuire. Le dîner de fiançailles de ma sœur se déroulait au Grand Pavillon, qui est l'un des meilleurs restaurants d'Annecy, à environ 40 minutes de Lyon. Mon futur beau-frère est un homme agréable et sans complications qui travaille dans la gestion de patrimoine et donne des cours de tennis le week-end. Ma sœur était avec lui depuis 2 ans quand elle m'a appelé pour me dire qu'il se fiançait. Ses mots exacts ont été que nous organisions un dîner au Grand Pavillon samedi prochain et qu'elle voulait que je le sache pour que je ne prévoie pas d'autres plans par accident. Je n'avais pas été invitée. Elle me prévenait simplement pour que je ne me sente pas mal de ne pas être incluse. La délicatesse était presque touchante. 2 jours avant le dîner, ma mère a envoyé le message concernant le nombre de couverts. Je n'ai pas répondu. Je suis allée travailler. Voici ce que j'ignorais le soir du dîner de fiançailles de ma sœur. 2 événements se produisaient simultanément et je n'y étais pour rien. Le premier, le magazine Le Fooding avait publié ce matin-là sa liste annuelle des meilleurs jeunes chefs de France. J'y figurais. L'article complet était disponible sur leur site dès 8 heures du matin, incluant un portrait, 4 photographies et une citation que j'avais donnée au journaliste 3 mois plus tôt lors de l'interview, que j'avais ensuite oubliée car je n'aime pas rester assise à parler de moi. Préférant largement être en mouvement. La citation disait que j'avais appris à cuisiner dans une famille où personne ne me voyait vraiment et que c'était probablement pour cela que je cuisinais ainsi, car tout ce que je préparais fait pour être remarqué. Le second événement était que le Grand Pavillon, le restaurant où se tenait le dîner de ma sœur, avait sélectionné 3 de ses plats signatures ce soir-là, 2 entrées et le plat principal, auprès du fournisseur partenaire de l'Écorce. Une petite ferme biologique près de Lyon que nous avions aidé à se faire connaître. La directrice d'exploitation du restaurant, une femme qui avait mangé 2 fois à l'Écorce et savait exactement qui j'étais, avait inclus une note sur les cartes de menu de la soirée. La note mentionnait mon nom. J'étais au travail quand mon téléphone a commencé à sonner. Je l'ai ignoré. Je suis toujours au travail et j'ignore presque toujours mon téléphone pendant le service. C'était un mardi. Nous avions une liste de réservations complète et 2 réceptions privées. Je n'ai regardé mes messages qu'après de 11 heures du soir. Il y avait 14 appels manqués, 6 de ma mère, 3 de ma grand-mère, 2 d'un numéro que je ne reconnaissais pas et qui s'est avéré être ma tante appelant d'un nouveau téléphone, 1 de ma sœur, suivi d'un message vocal de 47 secondes sur lequel je reviendrai. Je me suis assise sur la marche devant la porte arrière de la cuisine, toujours dans ma veste blanche de chef, et j'ai rappelé ma grand-mère en premier. Elle a répondu dès la première sonnerie. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» a-t-elle demandé. Et c'est là que j'ai appris. Elle m'a lu l'article du Fooding au téléphone. Elle a 75 ans et elle me l'a lu lentement, chaque mot, pendant que j'étais assise sur une marche en béton dans la ruelle derrière mon restaurant à 23h15, tenant mon téléphone à 2 mains. Quand elle a fini, elle a dit « Ma puce, tu es extraordinaire, tu le sais. » J'ai répondu « Merci mamie. » Elle a ajouté qu'elle disait aux gens depuis des années que je ferais quelque chose d'important mais qu'elle ne savait juste pas quoi leur dire, et que maintenant elle savait. Je veux vous raconter ce qui s'est passé au dîner de fiançailles de ma sœur, car je n'y étais pas, mais j'en ai eu les échos par morceaux. Par ma grand-mère, par ma tante qui a appelé le lendemain matin avec une joie à peine dissimulée, par ma cousine qui était présente et qui m'a envoyé un mémo vocal à 1h du matin où on l'entendait surtout chuchoter et rire en même temps. Le dîner était prévu pour 19h30. 30 invités, principalement la famille des 2 côtés et quelques collègues de mon futur beau-frère.
Ma mère avait choisi le grand pavillon spécifiquement parce qu'elle voulait un endroit prestigieux, quelque chose qui impressionnerait la belle famille qui, apparemment, avait une fortune qui rendait ma mère complexée et donc pleine d'aspirations sociales. Les menus étaient placés sur les tables avant l'arrivée des invités. C'est à ce moment-là que la soirée a commencé à s'éloigner du plan de ma mère. La sœur aînée de mon futur beau-frère, une femme dont j'ai appris plus tard qu'elle écrivait des critiques gastronomiques pour un magazine régional et prenait la cuisine très au sérieux, a pris le menu et a lu la note sur le fournisseur. Elle a levé les yeux et a demandé à l'assemblée si quelqu'un ici était apparenté à Léa Morel. Ma mère a demandé pardon. La femme lui a montré la carte en expliquant que Léa Morel venait d'être nommée dans la liste des meilleurs chefs du fooding et que son restaurant fournissait une partie de ce menu, ce qui était très impressionnant. Ma mère a regardé la carte. Elle a regardé ma sœur. Elle a de nouveau regardé la carte. Elle a fini par dire que Morel était son nom de jeune fille. La dame a demandé s'il s'agissait de sa fille. Il y a eu un silence. Selon ma cousine, il a duré assez longtemps pour devenir une réponse en soi. Ma mère a dit qu'elle était notre plus jeune et qu'elle travaillait dans l'industrie alimentaire. La famille du futur beau-frère, cette personne assise au même bout de la table, avait tous sorti l'article sur leur téléphone au moment où la première entrée est arrivée. La photo de portrait prise dans la cuisine de l'Écorce me montre dans ma veste de chef devant le passe-plat, ne souriant pas vraiment mais regardant directement l'objectif avec une expression qui dit que je sais exactement où je suis et que je l'ai mérité. Apparemment, l'un des cousins a tourné l'écran de son téléphone vers ma sœur en disant qu'elle lui ressemblait et que c'était sa sœur. Ma sœur a dit oui. Sa voix, selon ma cousine, ressemblait à une porte qui se ferme. Voici ce que ma mère a fait ensuite, et je le sais parce que ma tante était assise assez près pour entendre. Elle s'est penchée vers la femme à côté d'elle, la mère de mon futur beau-frère, et a dit d'une voix basse mais pas assez, que nous étions très fiers d'elle bien sûr, qu'elle avait toujours été la plus indépendante. Qu'elle ne donnait pas vraiment de nouvelles mais que c'était juste sa nature et que l'on sait comment sont certains enfants. La femme a hoché la tête poliment. Ma tante, qui n'est jamais restée silencieuse quand elle avait l'occasion de parler, a dit depuis l'autre bout de la table qu'elle restait en contact avec elle et avec maman. Elle a ajouté qu'aux dernières nouvelles, elle les avait tous invités à visiter son restaurant 2 fois et que personne n'y était allé. Le sourire de ma mère s'est figé. Ma tante a continué en demandant si elle ne lui avait pas envoyé une réservation pour son anniversaire l'année dernière, se souvenant que j'avais appelé pour demander l'emploi du temps de mes parents. C'était vrai. J'avais appelé le restaurant où je travaille, mon restaurant, et organisé un dîner offert pour ma mère, mon père et ma sœur. Ma mère avait dit qu'elle y réfléchirait. Ils ne sont jamais venus. La table était devenue silencieuse d'une manière spécifique, celle qui survient quand des gens qui ne se connaissent pas bien se retrouvent soudain témoins d'une scène inattendue. Mon futur beau-frère s'est raclé la gorge. C'est un homme aimable, comme je l'ai dit. Il a déclaré qu'ils devront faire une réservation eux-mêmes, ayant entendu dire que l'Écorce était excellent. Ma sœur n'a rien dit. Le reste du dîner s'est poursuivi. Les plats se sont succédés. La nourriture était bonne, m'a-t-on dit, y compris le plat principal qui devait une partie de ses ingrédients à la ferme que j'avais aidé à développer. À un moment donné, la conversation a dérivé vers d'autres sujets, mais l'article n'a pas disparu des esprits. À la fin de la soirée, 4 invités différents avaient félicité ma mère d'avoir une fille nommée parmi les meilleurs chefs du pays. Chaque fois, elle a répondu une version de « Nous sommes très fiers », avec un ton qui donnait l'impression qu'elle lisait un texte qu'on lui avait donné 30 secondes avant le lever du rideau. Les fiançailles de ma sœur n'ont pas été le sujet principal de la conversation lors de son propre dîner. Je ne dis pas cela pour être cruel. Je n'ai rien fait pour que cela arrive. J'ai juste existé. J'ai travaillé. Et le travail existait, que quelqu'un regarde ou non. Le message vocal de ma sœur durait 47 secondes. Les 5 premières secondes étaient un silence. Puis, elle a dit qu'elle ne savait pas comment j'avais réussi à tout ramener à moi sans même être présente, mais que d'une manière ou d'une autre je l'avais fait, et qu'elle espérait que j'étais contente. Une autre pause. Puis sa voix a baissé. Elle a demandé, le fooding, Léa, tu n'aurais pas pu me le dire. Elle a raccroché. Je l'ai écouté 2 fois.
Puis je l'ai supprimé. Je n'ai rien ramené à moi. Je ne me suis juste pas cachée. J'ai rappelé ma grand-mère le lendemain matin et nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a avoué qu'elle s'était trompée sur le nom de mon travail pendant 10 ans, racontant aux gens que je travaillais dans un endroit qui n'existait pas. Elle a ri en le disant. J'ai ri aussi. Elle a dit qu'elle aurait dû demander plus, qu'elle aurait dû me demander directement au lieu de simplement croire ce que ma mère disait. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle a demandé si je cuisinerais pour elle un jour dans mon restaurant. J'ai répondu, Mamie, je cuisinerai pour toi partout où tu voudras. Elle a dit que c'était bien car elle pensait avoir manqué quelque chose d'important. Ma mère a appelé 2 jours après le dîner. J'ai laissé l'appel aller vers la messagerie. Elle a laissé un message qui était, à sa manière, un chef-d'œuvre consistant à ne pas dire ce qui devait être dit. Elle a dit qu'elle espérait que j'allais bien. Elle a dit que le dîner avait été charmant. Elle a dit qu'elle pensait que nous devrions nous voir bientôt. Elle a ajouté vers la fin qu'elle savait qu'ils n'avaient pas toujours été aussi présents qu'ils auraient pu l'être, mais qu'elle pensait que c'était juste un problème de communication. Un problème de communication. J'ai écouté le message pendant que je préparais le service du midi. Mes mains bougeaient selon le rythme familier de la mise en place matinale, l'odeur du beurre dans la poêle, l'ail commençant tout juste à devenir translucide. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir et je ne l'ai pas rappelé. Mon père a envoyé un SMS 1 semaine plus tard. Il n'a jamais été un homme qui appelle quand un texte suffit. Il a écrit qu'il avait vu l'article et que les choses semblaient bien se passer pour moi. Il a ajouté que ma mère et lui aimeraient visiter le restaurant un jour si j'y étais favorable. J'ai lu cela pendant ma pause, debout dehors avec mon café qui refroidissait. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était pas une reconnaissance de l'invitation qu'ils avaient déclinée ou des années de mépris silencieux ou du dîner de fiançailles où je n'avais pas été conviée. C'était juste une porte entr'ouverte. Je suis restée avec ce message pendant presque 2 semaines avant de répondre. Et quand je l'ai fait, j'ai écrit que j'aimerais bien, qu'ils me préviennent quand ils prévoyaient d'être à Lyon et que je leur ferai une réservation. Pas de pardon. Pas encore. Peut-être jamais de la manière dont ce mot est habituellement utilisé. Mais une possibilité, une petite. Le genre de chose que l'on tient délicatement à 2 mains, comme on tient quelque chose qui pourrait se briser si on le serre trop fort. Ma sœur ne m'a pas recontacté. J'ai réfléchi à ce que je lui dirai quand elle le fera et j'en suis venue à la conclusion que je n'ai pas besoin d'avoir un discours préparé. Je n'ai pas besoin d'un moment spectaculaire. La vérité n'a pas besoin de mise en scène. Elle a déjà eu lieu. Ce que je sais, c'est ceci. J'ai passé des années à cuisiner dans des salles où personne de ma famille n'est venu me voir. J'ai envoyé des invitations qui sont restées sans réponse. J'ai fait une carrière sur laquelle personne n'a posé de questions et rien de tout cela ne m'a arrêté. Rien de tout cela ne m'a ralenti. Au contraire, le silence était sa propre forme de liberté. Personne ne regardait, donc il n'y avait personne à décevoir. On construit différemment quand on construit sans public. Je suis dans ma cuisine à l'Écorce en ce moment même. Il est 6h30 du matin, 2 heures avant l'arrivée de ma brigade, et la lumière à travers la fenêtre orientée vers l'est est de cet or pâle particulier que l'on n'a qu'en octobre. La livraison du marché est arrivée il y a 40 minutes. Il y a un plateau de fraises tardives sur le comptoir avec lesquelles je vais faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Je trouverai. Sur le mur près du passe-plat, il y a un cadre que j'ai installé il y a 2 mois. Il contient l'article du fooding, non pas parce que j'ai besoin de validation. Je sais ce que je fais. Je sais ce que cela coûte. Je sais ce qu'il a fallu pour en arriver là. Je l'ai mis là pour pouvoir le voir les matins où la cuisine est calme et où le travail commence à peine, pour me rappeler que cela est arrivé, que c'était réel, que je l'ai construit à partir d'un endroit où personne ne regardait. Cette histoire nous rappelle avec force que notre valeur ne dépend jamais du regard ou de l'approbation de ceux qui nous entourent, même s'il s'agit de notre propre famille. Léa a transformé l'indifférence et le silence en une force créatrice, prouvant que la réussite la plus authentique est celle que l'on bâtit pour soi-même, par passion et par discipline. Parfois, être ignoré est un cadeau déguisé qui nous permet de forger notre identité sans la pression des attentes extérieures.
La leçon à tirer est claire. Continuez à travailler dans l'ombre, perfectionnez votre art, et un jour, votre lumière sera si éclatante que même ceux qui fermaient les yeux ne pourront plus l'ignorer. Mais à ce moment-là, leur avis n'aura plus aucune importance pour vous. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où vous vous sentiez comme le vilain petit canard de votre entourage avant de prouver à tous, et surtout à vous-même, de quoi vous étiez capable? Votre entourage a-t-il fini par reconnaître vos succès ou avez-vous trouvé votre propre famille de cœur ailleurs? Partagez vos expériences en commentaire, cela pourrait aider quelqu'un qui se sent actuellement invisible.